Bonjour, donc je me présente. Je suis Aurélie Castis, je suis formatrice et accompagnatrice dans les domaines de la pédagogie, du numérique et du projet professionnel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter sur l'apprenance et le numérique en commençant par les mythes et réalités autour du numérique, histoire de démystifier et de aussi faire un peu descendre de son piédestal le numérique. J'aime bien prendre le contre-pied. Ça fait 10 ans que je travaille dans le e-learning. Et je vais m'inspirer beaucoup d'un ouvrage que je trouve très intéressant et que je vous conseille largement et qui est accessible à tout un chacun. Un ouvrage d'André Tricot et Franck Amadieu, deux chercheurs dans le domaine de l'apprentissage et du numérique. Il faut une synthèse très bien documentée des recherches dans ce domaine. Et j'ai décidé de vous présenter 3 mythes qui me semblent essentiels et qui sont un peu trop largement repris dans les projets et dans les politiques ministérielles pour le développement de ce domaine. Le premier, et je pense que ça a fait enrager beaucoup d'enseignants, c'est « on est plus motivé quand on apprend avec le numérique ». Donc il suffirait de mettre un ordinateur devant des élèves pour qu'ils deviennent comme par miracle motivés. Alors déjà, qu'est-ce que c'est être motivé ? Je pense que les enseignants l'utilisent, les étudiants aussi, les élèves. Ah, aujourd'hui, je ne suis pas motivé. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a des logiques assez complexes, mais déjà, il y a une volonté de s'investir dans une tâche. S'investir et persévérer. Persévérer, c'est-à-dire continuer ses efforts en fonction des difficultés et des obstacles rencontrés. Alors, on a pu voir que quand même, il y a des effets positifs de l'utilisation de technologies innovantes par rapport aux habitudes des élèves, des apprenants. C'est-à-dire qu'une technologie innovante, elle le reste très peu longtemps pour eux. Parce qu'au fur et à mesure, peut-être qu'aujourd'hui, les études qui ont été faites, les tablettes dans les écoles, c'est innovant pour eux. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ça le soit encore. Donc il y a un effet de nouveauté qui est intéressant principalement pour l'investissement dans la tâche. Il y a une curiosité, donc l'apprenant va avoir envie de découvrir ça. Il ne va pas forcément persévérer. La persévérance, on la voit plus dans l'adéquation entre le type d'outil et la tâche qui est demandée. Et ça, j'ai envie de dire, ça dépasse complètement le numérique. Ça s'appelle de la conception pédagogique. Et c'est quelle activité je vais proposer par rapport à quel objectif pédagogique. Donc finalement, on retombe sur les mêmes principes de conception pédagogique qu'on avait avant le numérique. Le deuxième mythe que j'ai sélectionné en me moquant de moi-même, c'est le numérique permet un apprentissage plus actif. Parce que quand j'ai commencé en étant scénariste multimédia, où je concevais des modules e-learning, j'étais persuadée ou j'essayais de me convaincre qu'effectivement, quand je concevais des animations multimédia, j'aidais l'apprenant à être plus actif puisqu'il devait cliquer pour découvrir de l'information. Sauf que qu'est-ce qu'un apprentissage actif ? C'est pas cliquer. Et c'est encore moins cliquer dans un monde où on ne fait que ça et on fait ça sans penser à son action. Un apprentissage actif, c'est là où le cerveau va produire, va organiser, va réorganiser, va structurer de l'information, des concepts. Et l'interactivité va être utile et va être intéressante si elle permet, si elle demande à l'apprenant de faire des inférences, de faire des liens, de faire des hypothèses, de produire au minimum mentalement de nouvelles conceptions. Et là encore, je reviendrai à l'importance du scénario pédagogique. C'est ce scénario qui va permettre de rendre l'interactivité utile, de faire du lien entre l'activité multimédia que je propose et l'objectif d'apprentissage. Et enfin, le dernier mythe que je souhaite présenter, il y en a beaucoup plus dans l'ouvrage, c'est le numérique favorise l'autonomie. Alors on l'a vu dans la salle et c'était très intéressant. Je pense qu'on peut savoir déjà
que d'être présent aujourd'hui dans cette salle et de s'intéresser à ce sujet, ça fausse un petit peu les statistiques. J'aimerais qu'il y ait autant d'autodidactes au sein de la société, mais je pense que c'est un petit peu faussé. Alors l'autonomie, ça fait appel à beaucoup de choses. Ça fait appel à de la motivation, on l'a dit. Il faut que j'ai envie d'aller apprendre. Alors quand j'ai un besoin précis, il faut que je construise ma cuisine. Effectivement, je vais aller le chercher. Et donc on reviendra sur le besoin. Donc des stratégies de motivation, des stratégies cognitives, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour apprendre, comment je fais pour lire, pour synthétiser, pour résumer, pour comprendre les concepts essentiels. C'est de véritables stratégies que vous employez au quotidien quand vous êtes élève et dont on ne prend pas toujours conscience. Et pour gagner cette autonomie et se mettre plus tard en posture d'apprenance, il faut prendre du recul par rapport à ces stratégies et voir comment je fais pour apprendre. Être dans ce qu'on appelle des stratégies métacognitives. C'est-à-dire que c'est comme si je me reculais et que je me regardais en train d'apprendre. Donc quel apprenant je suis? Et est-ce que je peux me poser la question, quel apprenant je suis? Comment je me situe par rapport aux objectifs d'apprentissage? C'est-à-dire que l'enseignant, il a des objectifs à me transmettre. Est-ce que je ne suis pas du tout dedans? Est-ce que je suis à peu près au niveau qu'il attend? Donc, de l'auto-évaluation. Il n'y a pas que l'enseignant qui peut évaluer. Vous, d'abord, vous vous évaluez. Vous sentez avant le contrôle, est-ce que vous êtes bien préparé? Est-ce que vous êtes à peu près au niveau ou pas? Et de l'autorégulation. En fonction de cette auto-évaluation, comment je modifie mes stratégies? Qu'est-ce que je mets en place comme moyen pour me permettre d'accroître mon efficacité? Mais ça peut se mettre en place que s'il y a des connaissances antérieures, des bases. Pas forcément dans le même domaine, mais dans des domaines plus larges. Plus vous aurez été autodidacte, plus vous aurez suivi de MOOC, plus ce sera facile de le faire. Il faut qu'on puisse se situer sur des connaissances antérieures. Il y a quelques années, je travaillais à l'université encore, le ministère nous demandait quelles solutions innovantes on pouvait mettre en place pour la formation des enseignants autistes. Et alors, en termes de formation innovante, ils en entendaient directement utiliser des nouvelles technologies. Mais je ne peux pas utiliser des nouvelles technologies, c'est-à-dire mettre cette formation à distance pour des enseignants qui décident d'aller timidement vers les TIS. Il y a des freins, il y a des peurs, il y a des blocages. Le numérique peut accroître complètement cette distance et peut élever aussi des murs lorsqu'on n'est pas prêt à apprendre. Donc, l'autonomie n'est pas du tout pour moi une résultante de l'apprentissage avec le numérique, mais un prérequis. On doit être un minimum autonome pour pouvoir apprendre à distance, pour pouvoir apprendre avec le numérique. Pour moi, c'est ça qui est important. Les outils ne sont que des outils. On a des outils numériques, on a des outils, des activités, on a différents outils en pédagogie. Et c'est en laissant la place aux outils, en ne les mettant pas sur un piédestal, qu'on peut alors tirer parti de leur potentiel. Parce que pour qu'une personne apprenne, il faut quoi? Il faut qu'elle ait un besoin. C'est le besoin de construire sa cuisine, c'est peut-être le besoin de réussir son année. C'est un besoin précis ou plus large. Il faut aussi qu'elle ait des compétences pour apprendre. Et ce dont on parle peut-être pas assez, une certaine confiance en elle, une certaine estime d'elle-même. Au quotidien, on fonctionne dans une zone de confort. Aller apprendre une nouvelle chose, c'est sortir de cette zone de confort, que ça soit sur moi, sur de nouvelles connaissances. Je vais modifier la manière dont je vois le monde. Et donc, je vais aller dans une zone d'apprentissage. Si je vais trop loin, je vais dans une zone de panique. C'est pour aussi replacer l'apprentissage n'est pas forcément quelque chose de simple. C'est quelque chose qui implique la personne dans son ensemble et dans son histoire. C'est Philippe Mérieux qui dit de toute manière, j'ai peut-être le pouvoir quand j'arrive dans la classe
que j'impose mon programme, mes objectifs, etc. Mais c'est de toute manière l'apprenant qui décide d'apprendre. Et c'est ce qui fait le métier, le domaine de la formation, de l'éducation à la fois passionnant et complexe, c'est qu'on ne peut pas prendre la responsabilité de l'autre. Dans l'apprentissage, dans l'apprenance, et je pense que dans le domaine de la santé, on y est en plein, c'est la responsabilité individuelle. Et comment on va créer cette responsabilité, chercher à développer cette responsabilité individuelle. Philippe Carré dit « L'apprenance, c'est avant tout une histoire de posture, de disposition, d'attitude. C'est-à-dire, c'est comment je vais me positionner par rapport aux occasions d'apprendre. Comment je vais avoir mon propre rapport au savoir, à l'apprentissage. On parle d'apprentissage tout au long de la vie, c'est-à-dire maintenant ça devient le métier, c'est peut-être le seul métier qu'on fera tout au long de notre vie, c'est celui d'apprendre. On parle d'apprentissage tout au long de la vie, donc c'est au-delà du lycée, au-delà des études supérieures, une formation continue. Et les Américains parlent d'apprentissage tout au large de la vie. Et c'est ce qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire comment toutes mes expériences académiques, pédagogiques, professionnelles, formelles, informelles, vont me permettre d'apprendre. Et comment tous ces apprentissages vont constituer ma base qui me permettra ensuite de rentrer de plus en plus dans cette posture d'apprenance, dans cette disposition par rapport à l'acte d'apprendre, disposition positive. C'est-à-dire que chaque occasion, je le vois comme un moyen d'apprendre quelque chose, sur moi ou sur le monde. Donc pour moi, non, le numérique ne créera pas cette posture d'apprenance. C'est une conception pédagogique, une ingénierie de formation, c'est l'ensemble des moyens qui permettront de développer des ressources et aussi des compétences, aider aussi les apprenants à savoir quels apprenants ils sont, comment ils apprennent, comment ils peuvent modifier leur stratégie. C'est moi aussi en tant que formateur, comment j'enseigne, est-ce que je peux modifier mes pratiques, interagir toujours avec un public qui n'est pas uniforme, on parle de style d'apprenant. Et ensuite, dans un second temps, effectivement, le numérique permet de développer un accès aux ressources, permet d'avoir un accès au savoir illimité, j'ai envie de dire, et quand on est dans cette posture d'apprenance, alors au fur et à mesure, c'est un développement, j'ai envie de dire, exponentiel de ses capacités, parce qu'on se base sur ses savoirs pour continuer à apprendre, on se base sur ses compétences d'apprendre à apprendre, et alors on développe cette posture, et je pense que beaucoup dans la salle sont dans ce cas. Alors je prendrai les questions juste avant, puisque effectivement 12 minutes était extrêmement court pour parler d'un sujet qui me passionne, je vous propose de bénéficier des facilités du e-learning et du numérique. Sur ma plateforme, j'ai mis en place un espace de cours avec des ressources ouvertes pour pouvoir essayer d'approfondir ce sujet-là en termes d'apprenance, de pédagogie active, d'employabilité, de parcours professionnel, etc. Et il y a un petit temps pour les questions. Merci pour cette intervention très intéressante. Alors, effectivement, on va passer un petit temps sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonjour, donc, je m'appelle Myriam Castagnier. Je coach des personnes qui ont des troubles cognitifs, des troubles 10, de l'autisme, qui ont parfois des difficultés à apprendre avec les outils qu'on leur propose classiquement en formation adulte. Ce sont des adultes en situation d'insertion professionnelle. Effectivement, même si on met ça bien dans un statut d'outil et que ça ne remplace pas le désir d'apprendre, je suis absolument d'accord avec tout ça, la confiance en soi. Est-ce que vous avez constaté dans votre parcours que quand même cet outil peut ouvrir une porte, rétablir une confiance en soi d'un apprenant
qui a eu du mal avec la scolarité classique auparavant, qui a décroché scolairement parce que les outils justement n'étaient pas forcément adaptés, sans son outil miracle. Honnêtement, non. Mais c'est pas la réponse qui est intéressante, c'est que pour moi, la confiance, elle va être dans l'intention, dans la relation qui est créée, dans l'intention du dispositif même. J'ai pas travaillé sur la mise en place d'un dispositif pour ce type de personnes non plus. Hein. Je travaillais à l'université avec des enseignants universitaires, donc il y avait une réussite dans ce domaine-là. Et pour moi, la confiance, elle est toujours plus passée en amont sur la relation qui est créée avant de les mettre dans le dispositif. J'ai travaillé beaucoup avec les étudiants sur leur insertion professionnelle à travers une plateforme de portefeuille de compétences en ligne. Et l'outil seul ne suffisait pas. On a pu tirer parti de l'outil quand on a travaillé en amont, en individuel, avec du questionnement, pour avoir ce besoin-là, et après être poursuivi par le dispositif numérique. Il faut voir comment on l'intègre. Moi, je travaille beaucoup plus sur des dispositifs mixtes, hein, à distance et présentiel. Bonjour, Dr Barnès, médecin conseiller technique. Au vu de votre exposé, j'ai l'impression que ça me conforte dans certaines situations, c'est-à-dire qu'à l'éducation nationale, on a un certain nombre d'élèves décrocheurs, souvent qui abandonnent donc, le système scolaire classique, c'est-à-dire présence physique dans l'établissement scolaire, au détriment d'autres dispositifs comme le CNED, souvent avec des pathologies de phobie scolaire, avec des causes très diverses. Et j'ai souvent l'impression que cette réponse administrative, parce qu'il faut bien maintenir une scolarité sous une forme ou une autre, mais cette façon de procéder, donc cette obligation de souscrire un contrat CNED, on va dire, ne répond pas aux besoins des enfants au vu des quelques éléments que vous avez apportés, et surtout le dernier point que vous avez relevé, cette confiance dans l'apprentissage. Donc ce sont des élèves qui sont déjà fragilisés, qui n'ont pas du tout confiance, et l'autonomie n'y est pas la plupart du temps. Oui, c'est un petit peu aussi le paradoxe qu'on a actuellement à l'université, où on a tendance à faire réduire le nombre d'heures de formation, alors qu'on se plaint plutôt du niveau des étudiants, et on parle de remplacer par des heures de numérique. Et il manque cette autonomie-là. Après, sur ce cas-là, ça me semble effectivement complexe, mais vous le dites, c'est que l'institution cherche une solution à un problème qu'elle ne sait pas gérer. Et au niveau de la confiance, moi je ne crois pas qu'une machine peut m'aider à prendre confiance en moi, parce que ça serait extrêmement coûteux d'avoir un dispositif technique qui pourrait... Techniquement, on serait capable de le faire, prendre toutes les informations, les mouliner pour avoir la réponse attendue qu'il faudrait à cet apprenant, mais c'est trop cher, donc on ne peut pas le faire. Et finalement, la réaction qu'a un enseignant, s'il a les moyens, c'est-à-dire s'il n'a pas non plus 40 personnes à gérer, d'adapter son comportement et d'avoir la réponse attendue en face de cet élève, ne pourra jamais être remplacé par du numérique. Là. Donc effectivement, la confiance, on rejoint l'intention positive. Pour moi, c'est essentiel. Après, ça peut être un accompagnement peut-être individuel s'il est autonome dans son apprentissage. J'avais une remarque et une question en même temps. En fait, c'est nos jeunes, et je dirais même nos enfants, commencent de plus en plus tôt à toucher la tablette, etc. Hier encore, au déjeuner, je ne sais pas si les personnes qui étaient présentes hier l'ont constaté. On avait une maman qui déjeunait avec son enfant. L'enfant devait avoir entre 2 et 3 ans avec la tablette. Donc, je voulais savoir par rapport à cet outil-là, on parlait de besoins personnels, de compétences pour apprendre. Par rapport à ce jeune âge, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet outil-là ? Alors j'ai vu il y a quelques années donc, un enseignant de l'Université de La Réunion, Michael Vautier, qui faisait une présentation très intéressante sur ça.
Il y a une vidéo sur YouTube où vous verrez une petite de 2 ans qui, face à un magazine papier, essaye de faire comme sur une tablette. Donc là, il y a un problème parce que l'apprentissage moteur n'est pas acquis. Moi, je ne vois pas ça comme un développement. Donc, alors je ne saurais plus exactement dire, mais il y avait une sorte de tranche d'âge avant lequel l'enfant ne doit pas être mis en contact forcément avec ces outils pour développer les apprentissages moteurs nécessaires. Il ne doit pas être mis seul face à un ordinateur, seul face à Internet. Tout ça, je pense qu'on le retrouve, je crois que c'est 6, 9, 12, il y a quelque chose... 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, voilà. Et puis, vous avez certainement dû entendre sur Internet, ça circulait, que Steve Jobs ne donnait pas du tout à ses enfants des tablettes. Donc, ils conçoivent, ils innovent, mais ils ont aussi ce recul-là de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas toucher pour ne pas perturber le développement. Et là, c'est vrai qu'il faut être alerte. Vous parlez par rapport à vos élèves, mais aussi en tant que parent. Moi, j'ai souvent des parents en formation pour ne pas être dépassés, pour être conseillés par rapport à ça, et parce que ça évolue vite, et il y a effectivement des dérives sur Internet auxquelles il faut faire attention. C'est pas l'histoire de rentrer dans une négation du potentiel, au contraire, c'est savoir les risques et les enjeux pour avoir une attitude raisonnée et efficace. Moi, j'essaye d'en tirer parti, en fait. C'est toujours tirer parti de ce que peut m'apporter le numérique, en mobilité également, par rapport à des questions d'efficacité aussi, mais savoir à un moment donné débrancher, par rapport à la promotion de la santé aussi. Il y a la santé au travail et la pression nouvelle qu'a amené ces outils, en termes de compétences et en termes de pression temporelle, du non-stop, connecté non-stop. Bonjour, Joël Perrault. Au Collège Tamarin, on m'a confié 2 groupes d'enfants décrocheurs scolaires. Et ma mission, justement, c'est de travailler avec eux l'estime de soi et la confiance en soi. Et bon, avec quelques séances derrière moi, je me rends compte quand même que ce qui est tellement important pour eux, au-delà des apprentissages, c'est de la manière dont on les regarde, le regard positif qu'on va porter sur eux. Et je trouve que ça, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est tellement simple à faire. Donc, voilà, je vous encourage à le faire. Parce que des fois, ils en manquent beaucoup. Tout à fait d'accord, et sachez qu'on a une association de psychologie positive qui développe l'éducation positive à La Réunion, et avant d'aller dans le numérique, effectivement, ça demande assez peu de moyens. C'est le regard positif. Bonjour, Guy Julien. Moi, j'étais en train de me poser une question à travers ce que vous venez de nous présenter. Je me dis, pendant de nombreuses générations qui se sont succédées, finalement, on avait de moyens d'apprendre pour beaucoup d'entre nous, à la fois, bien sûr, le milieu scolaire et puis le milieu familial. Et ces modèles-là, ils sont relativement... ils existent bien évidemment toujours, mais j'ai presque envie de dire qu'il y a une espèce de concurrence, alors je le dirais volontairement concurrence sauvage, mais qui peut entraîner quand même des situations extrêmement complexes, notamment peut-être plus pour la jeunesse qui est en difficulté. Je m'explique, aujourd'hui, ou autrefois, on vous disait finalement, vos parents vous donnaient un certain nombre de consignes, donc en termes de valeurs, ou sur des questions que vous vous posez, apporter une réponse en disant les choses sont comme ça, etc. Aujourd'hui, vous allez taper sur Internet et puis vous pouvez vous apercevoir que ce qu'on vous dit, ou même ce qu'on vous dit 5 minutes avant, n'est pas totalement vrai, peut être erroné, etc. Donc ça peut avoir, alors, j'allais dire, pour certaines personnes, c'est pas très grave parce que ça démystifie aussi la place des parents, puis ça peut la mettre un peu ailleurs et ça peut éviter de confondre finalement ce rôle d'apprenant et puis le rôle de l'affect, etc. On peut continuer à aimer les gens, en clair, même si ils n'ont pas tout à fait la même place. Par contre, pour certains, ça peut être extrêmement perturbant. Donc je me dis, en même temps qu'on fait ça et qu'on apprend finalement à mieux apprendre ou à apprendre autrement, est-ce que de notre côté, on n'accompagne pas aussi les conséquences qu'il peut y avoir, et je ne parle pas de conséquences catastrophiques, mais je parle de conséquences qui bouleversent quand même complètement les modèles finalement que l'on peut avoir des uns sur les autres, etc. Je crois qu'effectivement, il peut y avoir une perte de repères. Ce serait intéressant
d'avoir le retour des lycéens pour savoir est-ce que par rapport à cette quantité d'informations que j'obtiens, finalement c'est un mouvement constant, tandis qu'avant on avait certaines vérités qui nous permettaient de grandir. Est-ce que vous ressentez ça, le fait d'avoir des informations contradictoires, d'être dans un monde d'informations, ou c'est toujours papa et maman qui ont raison? C'est pas si dur de parler dans le micro, je vous jure. Ouais. Parce qu'on ne pourra pas faire évoluer notre enseignement si vous ne nous parlez pas. Est-ce que vous allez beaucoup chercher sur Internet? Ouais. Est-ce que parfois vous avez l'impression qu'il y a des choses fausses? Ouais. Et qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes habitué? Non? Comment on peut mettre des choses fausses sur Internet? En modifiant? Tout un chacun peut modifier? Ouais. Et du coup, on peut mettre des choses fausses. Elle parlait donc de Wikipédia, sur lequel on pouvait modifier les informations qu'on trouvait. Je crois qu'effectivement, cette perte de repère, il faut l'accompagner, mais il faut autant l'accompagner aux côtés des étudiants, des apprenants, aux côtés des formateurs et des enseignants. Parce que l'enseignant, il diffusait un savoir. Et là, il faut bien se rendre compte que les apprenants n'ont plus vraiment besoin de l'enseignant pour acquérir ce savoir. L'accès aux ressources, oui, il est facilité. Et il y a un accompagnement en termes de réflexion critique par rapport à l'information qui est mis en place dans le cadre de réforme de l'éducation nationale, hein, on le sait, mais qui n'est pas toujours suivi des faits, parce que notamment les enseignants, les formateurs ne sont pas accompagnés. Ils sont aussi dans ce monde en mouvement et dans cette perte de repères. Je te donne la parole juste après. Moi j'avais juste une petite remarque là, c'est peut-être pas le bon moment de la dire mais je la dis quand même. Au tout début de l'intervention, vous disiez, je crois, pour reprendre vos termes, que les formations à distance, en ligne, ou l'usage du numérique ne motivaient pas. Hein, c'était pas parce que on avait cet outil qu'on était motivé. Et moi, ce qui m'a inspiré tout de suite, et on le verra d'ailleurs tout à l'heure sur des partages d'expérience, il me semble que c'est l'inverse, c'est qu'il faut être motivé pour aller utiliser ces outils. C'était juste, c'était ma remarque, c'était qu'au contraire, il faut, mais je pense pas que ça soit souvent posé comme ça, je l'ai moi-même jamais entendu comme ça, au sens où grâce au numérique, grâce à la formation à distance, grâce au e-learning, on n'est plus motivé. Il me semble que c'est justement l'inverse, il faut être motivé, mais quand on est motivé, ça peut être très efficace. Oui. Ça a été utilisé dans certains discours de promotion, notamment dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Autrement, vous disiez que vous accompagnez les parents également dans le numérique, c'est ça? Enfin, l'approche numérique de leurs enfants? Oui, en fait, c'est-à-dire que je me suis retrouvée avec des parents dans mes formations plus intéressés pour pouvoir accompagner leurs enfants qu'en tant que professionnels. En fait, moi je fais également de l'accompagnement à la parentalité et j'ai l'impression que les parents souvent ils mettent à disposition leurs enfants des tablettes numériques, etc. pour leur donner les mêmes chances d'apprentissage et d'éducation que les autres, en disant c'est comme à l'époque on achetait des dictionnaires, l'information ou les ressources tu l'as, t'as plus qu'à apprendre. Et en fait, comment leur faire comprendre, je ne sais pas si vous le faites et on peut peut-être faire appel à vous, pour leur faire comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir une tablette dans les mains pour être bon à l'école après, et qu'il faut savoir justement utiliser tout ce que nous avons appris. Donc, je me demandais si vous faisiez ce genre de séance pour des parents. Non, mais ça peut être intéressant. Ouais, je pense qu'ils ont besoin de l'entendre, et moi j'ai pas forcément les arguments. Et je pense qu'ils ont besoin de formation, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Ils se sentent dépassés, ils ne veulent pas imposer aussi ce dépassement à leurs enfants, donc c'est avec beaucoup d'amour, je dirais, qu'ils font ça. Mais il faut les accompagner, il faut qu'ils gardent leur rôle de parent, comme l'enseignant doit garder son rôle d'enseignant malgré le développement du numérique. C'est-à-dire l'enseignant est là pour guider et donner les méthodologies. Plus forcément exactement le savoir, mais les méthodologies.
Alors, ce qui est dit là, ça, si je peux me permettre, ça m'inspire tout de suite un truc et ça va me donner l'occasion de essayer de ressolliciter un doigt qui se lève, super. Je voulais juste dire un mot et je vous passe le micro et peut-être vous allez répondre à ma question. Ma première question, parce que finalement, ce qu'on dit depuis hier quand même, c'est que le numérique, le digital, ça révolutionne beaucoup de choses, ça révolutionne les places, etc. Alors là, on parle beaucoup d'un sens des parents vers voilà, les parents qui éduquent les enfants, les enseignants qui éduquent les jeunes, etc. On est dans un certain sens. Est-ce que le numérique fait pas partie des choses qui bouleversent ça aussi? Alors bien ou pas bien, c'est pas le sujet de mon propos, c'est plutôt un constat. Moi j'ai envie de poser une question. Est-ce que vous savez bien utiliser les smartphones, les tablettes, les ordinateurs? Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous apprendre à vos parents comment on s'en sert? Oui. Ah ouais, voilà. Il y avait une question là-bas? Oui, alors ma question. Alors, on va prendre la dernière question, Christophe, et après on te laisse. Je crois que tu as des questions aussi à poser à notre intervenante. Oui. Donc, dernière question, et après on te passe la parole, Christophe. Moi, c'est pas une question, mais c'est par rapport que j'ai fait un stage en école maternelle et avec des moyennes sections. Et on avait une activité, c'était que la documentaliste dans la bibliothèque, il prenait un petit groupe d'élèves et les emmenait à la bibliothèque et je les faisais travailler sur les ordinateurs. Et ce qui était choquant, c'est qu'on faisait les mêmes exercices qu'en classe et ils étaient plus motivés à faire que sur les ordinateurs qu'en classe, quoi. Pourquoi ça t'a choqué? Parce qu'il y avait des élèves qui voulaient pas du tout travailler, pas compter, ils étaient perturbés par les autres élèves, et tandis que sur l'ordinateur, ils étaient captivés, je pense, par rapport à ça. D'accord. Alors c'est vrai que c'est parfois un peu injuste. C'est intéressant parce que ce que tu dis quand tu nous présentes, là tu nous as dit que c'était des moyennes sections. Et pour introduire le numérique, pour réfléchir à un dispositif de formation avec du numérique, il faut savoir exactement qui sont ces élèves. Et peut-être que ces moyennes sections, ils n'avaient pas d'ordinateur chez eux. Peut-être qu'ils ne l'avaient jamais utilisé en classe. Ils savaient se servir. Donc ils n'avaient pas peur. Et ça leur apportait quelque chose. En fait, de toute manière, pour moi, ce qui est important, c'est de ne faire aucune généralité et de, sur chaque projet, étudier en profondeur le besoin, le contexte, le public. Et bon, dans le public, on peut aller très très loin. Mais voilà, essayer de faire cette adéquation toujours entre l'objectif pédagogique, le public et le dispositif mis en place.